L'épuration, elle est nécessaire d'abord parce qu'il y a un impératif de justice. Il est absolument intolérable, il est absolument insoutenable d'imaginer que le policier qui vous a torturé, que le magistrat qui a envoyé votre mari ou votre père à la mort puisse se promener tout à fait paisiblement dans les rues de la ville comme si rien ne s'était passé. Au moment de la libération, on commence à voir en France, notamment de la part de Maquis, des exécutions sommaires de miliciens, de gendarmes, de policiers, donc de gens qui luttent de certaine manière contre les résistants, mais aussi on exécute ici ou là des commerçants, des épiciers, des gens qui ne veulent pas collaborer avec la résistance. Bon, il y a déjà un certain nombre de phénomènes qui seront ceux qui marqueront l'épuration dite sauvage. Au moment où la tension est peut-être la plus forte, il n'y a pas du tout d'opposition entre l'idée d'abattre quelqu'un et l'idée que ce serait contraire à la justice. Au contraire, c'est parce qu'il y a eu l'occupation, les massacres, le rôle de la milice, qu'il est juste de s'en prendre à ces gens-là. Pour assouvir cette soif de justice, des règlements de compte ont lieu sur tout le territoire. La violence fait rage, et la France est au bord de la guerre civile. Le mot épuration, c'est un terme qui renvoie à une tradition. En gros, son origine historique, c'est la terreur. C'est la terreur, c'est-à-dire 1792, Robespierre, c'est-à-dire le sentiment que dans un moment où la patrie est en danger, il faut éliminer de la société les suspects, d'abord parce qu'ils menacent la sécurité, ensuite parce qu'il faut régénérer la nation. C'est les deux aspects qui sont les aspects qui appartiennent au vocabulaire de la Révolution française, qui ont marqué d'ailleurs, c'est quand même l'invention de la terreur moderne, hein, c'est quand même pas rien. En gros, il y a eu à peu près 9000 personnes qui ont été exécutées dans ces conditions. Il y a des soupçons de collaboration, il y a des vengeances personnelles, il y a une situation de non-droit. Donc les exécutions sommaires se déroulent avant que, en France, ne soit installé un gouvernement provisoire mettant en place des juridictions légitimes. On est en août 1944, on ne va pas attendre octobre que les cours de justice soient en place. Il y a une urgence à épurer sur le moment, et ce sentiment-là est très partagé. Certains voudraient peut-être qu'on attende la mise en place justement des cours de justice, dans une procédure plus légale. Mais ce souhait, ce légalisme n'est pas partagé sur le moment par la société française en libération. C'est une image très forte parce qu'elle met en scène la population autour. Et bon, c'est loin d'être un mythe, c'est-à-dire que c'est une réalité. Dans tous les départements français, à l'époque, des femmes ont été tondues. Dans des petits villages comme dans les plus grandes villes, il n'y a pas d'exception à ce phénomène. Et sur l'ensemble du territoire, on peut considérer qu'il y a eu à peu près 20 000 femmes qui ont été tondues. Avec le temps, les cheveux repousseront. Et le souvenir de leur faute s'oubliera bien plus vite que la douleur de celles qui pleurent les êtres chers, victimes des atrocités allemandes. On va s'en prendre à elles parce qu'elles ont collaboré. Et c'est pour ça qu'elles sont tondues et internées, tondues et exécutées, tondues et condamnées lors de procès par la suite. Ce n'est pas à la place, contrairement à ce qu'on a souvent entendu. Mais elles sont tondues parce qu'elles sont femmes. Et donc on va infliger à ces femmes un châtiment supplémentaire que l'on n'inflige pas aux hommes. On va s'en prendre au corps parce qu'on considère qu'elles ont collaboré par le corps. Et donc on va punir ce corps, on va l'épurer en enlevant tout ce qui peut les distinguer du point de vue de la différence des sexes, c'est-à-dire la chevelure qui renvoie à la sexualité, au poil pubien, etc. Le fait que les hommes aient été battus en 1940, ils ont besoin de reconstruire une identité également virile en s'en prenant aux femmes qui étaient dans notre camp. Il faut se dire qu'on est dans un pays dont l'armée a été balayée en un mois en 1940, et ce traumatisme-là est gigantesque. On ne peut pas l'oublier quand on réfléchit à ce qui se passe au moment de la libération et de l'épuration. C'est aussi la réponse à cette
faillite gigantesque constitue la défaite de 40. Quand ces violences perdurent, là, ça commence à devenir un problème. Parce qu'il y a une question de légitimité. Qui peut exécuter? Qui peut tondre? Que faire de cette épuration violente? Est-ce qu'il faut la poursuivre ou non? Il devient nécessaire de canaliser cette violence. C'est la première urgence pour le gouvernement provisoire présidé par le général de Gaulle qui s'installe à Paris à l'automne 1944. L'épuration sort de la rue pour entrer dans les tribunaux. L'épuration judiciaire se met en place. Le général de Gaulle, en lançant la procédure d'épuration, donc en installant les cours de justice, notamment ce qu'on appelle les cours de justice, veut reprendre la main. C'est vraiment l'État qui reprend la main sur les organisations de résistance, sur les maquis, sur les initiatives locales. Donc, dans une certaine mesure, l'encadrement par la norme, c'est-à-dire le fait qu'il y ait d'une part des textes qui définissent, qui tracent au fond la ligne entre le bien et le mal, le fait qu'il y ait des procédures régulières, le fait qu'il y ait des jugements, a été un moyen de canaliser la violence. Et puis cette épuration, elle est peut-être aussi nécessaire pour légitimer les nouveaux pouvoirs, en montrant que le pouvoir précédent a failli, et en montrant au contraire que le nouveau pouvoir crée une légitimité tout à fait nouvelle, une légitimité qui passe aussi par l'élimination de ces brebis galeuses. Monsieur François de Menthon, ministre de la Justice, vous parle. Au lendemain de la libération, il n'était pas de tâche plus urgente et plus importante que le châtiment des traîtres et des collaborateurs. Cette œuvre de stricte justice, de moralité supérieure et de défense patriotique constituait en même temps une préface nécessaire au rassemblement de la nation tout entière pour les tâches immenses de la reconstruction. Dans l'épuration, il y a une idée de l'avenir, de la société que l'on veut. Quelle France veut-on reconstruire? Et sûrement pas une France dans laquelle continuent à être, à vivre ceux qui ont collaboré, ceux qui ont trahi. Donc il y a vraiment l'idée d'un projet d'avenir dans l'épuration, de ce qu'il faut faire et la condition pour pouvoir renaître, reconstruire le pays.